Salut à tous et bienvenue sur un nouveau podcast du Feed des Postes. Alors aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème très inhabituel puisque nous allons étudier un cas en tout cas, de relation homme-femme dans notre époque actuelle en France. Alors en l'occurrence, je vais commenter une enfilade, donc un thread, une enfilade, un fil sur Twitter, que j'ai vu passer tantôt aujourd'hui et qui me semble intéressant justement parce que cette situation, ce cas de relation homme-femme me semble très représentatif de l'un des principaux problèmes de notre société actuelle, à savoir le dérèglement, voire même l'absence de tout cadre moral dans les relations hommes-femmes. Que ce soit bien clair, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas me mettre à faire du Stéphane Edouard ici, ou en tout cas je vais sûrement pas commencer à faire du coaching en séduction, mais comme vous le savez, j'aime beaucoup étudier les phénomènes de société, et j'aime surtout aussi les commenter afin peut-être éventuellement de fournir des solutions aux uns et aux autres, si cela bien sûr m'est possible. En plus de ça, je trouve qu'il est normal pour un média catholique de diversifier ses thématiques et surtout de traiter de sujets qui touchent nos contemporains. C'est aussi comme ça qu'on peut attirer à nous des non-catholiques et leur montrer que nous avons nous aussi des choses à leur dire et des solutions à leur apporter. Alors malheureusement, mon seul regret en ce moment, c'est que je suis pratiquement et techniquement seul en fait à gérer le Feed des Postes, à produire du contenu, à le présenter. Alors certes, je ne suis pas tout à fait seul, puisque j'aurais jamais pu développer le Feed des Postes à ce point-là, sans le soutien de tous nos généreux donateurs, que je remercie encore ici, du fond du cœur. Mais bon, il reste encore beaucoup à faire pour qu'on arrive vraiment au stade de développement qui était prévu à la base. Je rappelle qu'à la base, j'avais lancé cette campagne de levée de fonds, c'était il y a maintenant quasiment 2 ans. Et l'objectif, c'était quand même de réussir cette levée de fonds en moins de 6 mois, pour qu'on ait justement les moyens de démarrer assez vite, avec assez de moyens. Mais bon, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Bon, ce qui est normal, on n'a pas une grosse audience non plus. Et voilà, bon, ça prend du temps, et puis du coup, bon, les choses sont un peu plus ralenties, mais on progresse petit à petit. Alors moi, j'espère que plus tard dans cette année-là, en 2022, j'espère que quand j'aurai emménagé dans mon nouveau logement, je pourrais enfin me faire une pièce un petit peu aménagée comme ça en studio, afin de vraiment la consacrer pour faire des lives de qualité, avec une bonne image et surtout une vraie connexion internet pour les lives, puisque comme ça, voilà, vous savez qu'ici, j'ai souvent des problèmes de connexion internet, je suis un petit peu dans un endroit où ça ne passe pas très bien. Et surtout, j'espère que je pourrai avoir davantage d'intervenants afin de varier les sujets, d'apporter d'autres compétences que les miennes, et d'autant plus que j'ai d'ailleurs énormément de sujets et de projets de contenu dans les cartons, j'en ai vraiment un paquet, mais je ne peux tout simplement pas les sortir, en fait, faute de temps et faute de moyens, etc. etc. Surtout qu'on fait en plus de ça des formats quand même assez divers, il y a les podcasts, mais il y a aussi les documentaires, il y a les lives, etc. etc. Donc ça demande quand même un travail assez considérable, et tout seul, eh bien ma foi, c'est quand même bien compliqué. Bon, ceci étant dit, passons maintenant à notre étude sociologique du jour. Alors en fait, le tweet, ou plutôt l'enfilade dont je vous parlais, c'est celle d'un certain Maximus Decimus Meridius, et donc qui nous raconte en fait les difficultés qu'il a eues dans une relation avec sa petite copine. Donc c'est pas un jeune homme catholique ou quoi d'autre, c'est pas un couple catholique, c'est un couple comme on en voit aujourd'hui par centaines de milliers, et c'est un couple même, voilà, même nous autres, enfin moi en tout cas, j'ai pas grandi, si vous voulez, toute ma vie dans le milieu tradi, même si je viens d'une famille catholique, j'ai suivi le parcours de beaucoup de catholiques comme moi qui ont grandi dans les paroisses conciliaires et qui, notamment au début de l'adolescence, vers les 12-13 ans, ont commencé un petit peu à faire des bêtises, ou en tout cas ne plus vraiment se soucier en fait de cette éducation catholique qu'on a eue à la base, puisqu'en fait la famille, l'entourage elle-même avait démissionné par rapport à ça. Et ça, c'est quand même un schéma qu'on retrouve énormément, enfin moi que j'ai retrouvé chez beaucoup de personnes qui étaient issues littéralement du même milieu que moi, dans le même village, dans la même ville. On a grandi, on était au même catéchisme, on était dans la même paroisse, et finalement on a suivi un petit peu le même parcours. Voilà, vers l'adolescence, comme il n'y a plus de suivi, eh bien voilà, on se détache complètement de la doctrine et de la morale catholique. Ce qui est sans doute pas tout à fait la même chose dans les milieux vraiment pratiquants, tradis, etc. Et même dans les milieux conciliaires où il y a un suivi qui se fait, mais dans les familles conciliaires c'est quand même beaucoup plus rare. Et surtout déjà la morale est quand même beaucoup moins respectée dans ces milieux-là, en général. Bon, on y reviendra peut-être, c'est pas la question. En tout cas, voici cette histoire que je vais vous présenter. Donc, encore une fois, c'est un jeune homme qui raconte une relation de couple, comme on en voit aujourd'hui beaucoup, c'est-à-dire des relations de couple en fait qui ne sont évidemment pas dans le cadre du mariage. Donc, ce sont des situations de concubinage, de relations plus ou moins libres, etc. Je vais vous lire tout simplement le tweet
de ce jeune homme. T'es là, t'as 18 ans, tu entames une relation à distance, 2 ans se passent où tu taffes le week-end en plus de tes cours et t'arrives à tenir ta relation. Ta copine te dit qu'elle viendra sur Paris à la fin de nos études. Résultat, ce n'est pas le cas. Bon, alors déjà, il y a un commentaire que je dois faire à ce niveau-là. Là, le jeune nous parle d'une relation à distance. Alors, personnellement, j'ai jamais été dans une relation à distance. Vous savez, moi, j'ai eu que 2 fiancés dans ma vie. Je suis pas marié, malheureusement, encore, mais j'espère l'être. En tout cas, j'ai eu 2 fiancées dans ma vie. Et aucune d'entre elles, c'était pas du tout une relation à distance ou quoi que ce soit. Et en fait, j'ai toujours trouvé ça bizarre, si vous voulez, les relations à distance. Je me suis toujours dit, mais voilà, fondamentalement, ça peut pas vraiment marcher, en fait. C'est bizarre. Bon. Donc déjà, je trouve que ça part un petit peu mal, relation à distance. Après, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ce sont 2 jeunes qui se sont rencontrés, par exemple, il y en a l'un des 2 qui était peut-être en vacances, parce que je crois que lui, il vient de Paris, donc peut-être que sa copine était venue en vacances à Paris, ils se sont rencontrés là, ou je sais pas, dans un contexte particulier, et puis ensuite, la relation s'est poursuivie à distance. C'est possible, je ne sais pas. Mais en tout cas, d'une façon ou d'une autre, c'est quand même assez compliqué d'avoir une relation à distance, je trouve. Bon, 2 ans se passent, voilà, ils taffent le week-end, etc., etc. Donc, en fait, le projet, selon eux, c'était que en fait, tous les 2 s'installent à Paris à la fin de leurs études. Donc, je suppose donc il doit avoir 20 ans maintenant, hein, donc à l'heure où il écrit ce tweet. Voilà. Mais la fille n'a pas voulu. Enfin, ça n'a pas été le cas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il continue. Je lui propose donc de s'installer à Toulouse parce qu'elle réside à Albi. J'ai pu trouver une alternance et une licence pro à Toulouse, mais elle ne l'accepte pas. Je demande de s'installer moitié chemin entre Albi et Toulouse et elle ne veut toujours pas. Donc j'accepte d'habiter à Albi. Donc la meuf en question habite à Albi. Donc je connais pas très bien la région, hein, le sud-ouest, etc. Mais je pense qu'Albi, c'est pas très très loin de Toulouse. Donc déjà, le mec, il part de Paris. Donc il traverse toute la France. Il est jeune, il a 20 ans. Pour s'installer avec sa copine, elle veut même pas faire l'effort d'aller à Toulouse, alors que le mec se déplace, alors qu'en plus de ça, il doit continuer ses études, alors il va faire une alternance, hein, licence pro et tout ça. Donc là aussi, il y a un autre truc qui me choque un petit peu, c'est que non seulement là, il fait un énorme effort, c'est lui qui se déplace, il accepte de se déplacer, ce que moi je pourrais pas faire par exemple, hein. Moi je suis très attaché à ma région, l'Alsace. J'ai pas envie de quitter l'Alsace, je reste en Alsace. Mais lui, ok, il y va. En plus de ça, c'est un mec en or. Et on va le voir, c'est un mec en or, pourquoi ? Le mec, il a 20 ans, il nous a dit tout à l'heure qu'il a fait ses études, il travaille à côté, en plus de ça, là, il arrive, il va à Toulouse, il est comment dire, il est commitment, il est engagé, il est motivé, il est dynamique, il veut s'installer avec sa copine, il va suivre une alternance, licence pro, tout ça, enfin, il est vraiment dans le coup, le mec, il est vraiment motivé, il a 20 ans, il a vraiment la tête sur les épaules, travailleur, tout ça, ambitieux, mais ce mec, c'est une perle. Mais je vais commenter peut-être ça plus tard, mais vous allez voir un petit peu comment ça va se passer. Donc sa copine, pardon, ne l'accepte pas. Elle n'accepte pas de faire le moindre compromis. Et donc, du coup, c'est lui, voilà, il accepte d'aller à Albi. Donc il continue et il nous dit « Plusieurs mois se passent et j'ai changé d'alternance. Et j'ai pu en trouver une sur Albi, mais mon école reste quand même à Toulouse. Mon cycle d'alternance, c'est 4 semaines école, 5 semaines entreprise. » Donc déjà, en plus de ça, le mec, il a dû changer d'alternance. Donc imaginez, déjà, le mec, il fait tout le trajet. Il trouve une école et une boîte à Toulouse, parce que sa meuf ne veut pas se déplacer ou aller habiter à Toulouse, alors que techniquement, c'est assez proche de là d'où elle vient. Bon, elle veut même pas faire ça. Et donc le mec est obligé de trouver une autre boîte en alternance. Ce qui est déjà, c'est pas évident, parce que le mec, peut-être qu'il avait trouvé une boîte qui lui convenait vraiment, là il doit en trouver une autre à Albi. Bon. Donc il dit, ok, il accepte, il trouve une autre boîte. Mais du coup, son école reste à Toulouse, donc en plus de ça, il doit faire des déplacements. Et il nous dit, donc je continue, je me tape 1h15 aller, 1h15 retour, et je fais 2 pleins par semaine, car ma voiture fait du 7 litres au 100 et c'est une essence. Alors le pauvre, il écrit ça il y a 6 jours, donc c'était à peu près quand le conflit en Ukraine a éclaté. Bon, j'imagine même pas le tarif. Hein. Là, 2 pleins par semaine, enfin le mec il doit cracher au bassinet, quoi. Donc en gros ça fait 200 balles par semaine, quoi. Qu'il doit claquer juste parce que sa meuf ne veut pas déménager. Je sais pas combien de kilomètres c'est entre Toulouse et Albi. C'est quoi 50 kilomètres, j'en sais rien, mais c'est pas très loin, il me semble. Donc en plus de faire le plein, etc., il doit payer le péage qui est à 3 € par jour. Donc il nous dit, voilà, il doit payer donc 3 € fois 5 jours, fois 4 semaines, donc ça fait 60 € de péage par semaine, non par mois. 2 pleins par semaine, donc ça lui fait 400 € par mois, et donc en fait, il se retrouve, donc il continue, il nous dit, je me retrouve donc à payer loyer plus essence plus péage, 435 plus 400 plus 60 €, ça fait 895 €, alors que, je répète, j'ai un salaire d'alternant.
Pendant ce temps-là, ma copine est en CDI 35 heures et elle possède un salaire de 1500 € par mois, alors que moi j'ai un salaire de 1100 € par mois. Waouh, là c'est chaud, effectivement, c'est très très chaud. Donc non seulement il gagne moins que sa copine, mais en plus de ça, il claque absolument quasiment tout son salaire uniquement pour le loyer et les déplacements. Donc là, en gros, il lui reste il lui reste 200 €, même pas 200 € à la fin du mois, quoi. Alors il nous dit, elle participe à l'eau, l'électricité, les courses, c'est-à-dire 20 plus 80 plus 320 €, soit un total de 420 € en moyenne par mois. Bon, ok, pourquoi pas à la limite, mais... Donc il continue, il nous dit, je lui demande de m'aider financièrement sur le fait de participer à mon naissance, car je suis venu ici pour elle, et elle ne voulait pas résider sur Toulouse, ni résider à moitié chemin pour nous. Elle m'a dit 50 € maximum. Bon là, déjà, le pauvre, il a fait une erreur aussi. Déjà, il y a un problème, enfin, on va y revenir, mais il y a un problème. Voilà, tu peux pas demander à ta copine, si tu veux, qu'elle te file de l'argent comme ça, c'est pas possible, mec. Donc il continue, il nous dit, bon, 2 mois se passent et je me rends compte que ce n'est toujours pas possible. Les embrouilles s'accumulent, mais surtout, toutes les concessions que j'ai faites me reviennent et ça me ronge. Je demande donc de revoir notre plan financier car je ne peux plus tenir financièrement ni moralement. J'ai quitté tout mon confort pour elle, j'ai charbonné 2 ans en plus de mon BTS pour avoir de l'argent et venir la voir, j'ai claqué des thunes colossales rien que dans les transports pour venir la voir. Je lui payais la fibre, je lui achète un nouveau tel, car pour moi, il était essentiel de pouvoir faire des FaceTime de qualité quand on était à distance. Bref, je commence à trouver que c'est dur de vivre comme ça. Ben, tu m'étonnes. Donc si j'ai bien compris, en fait, c'était une relation à distance, ok, mais ils se voyaient quand même de temps en temps. Sans doute qu'il devait être à Paris ou dans la région parisienne, elle était à Albi, donc il devait se déplacer de temps en temps. Donc imaginez, effectivement, ça fait des frais quand même, hein, de prendre le train Paris-Toulouse, ou Albi, je sais pas quoi, bon, ça fait... ça représente quand même un sacré investissement. Donc le mec, voilà, pendant 2 ans, il faisait ses études, il bossait en même temps le week-end. Voilà, le mec, c'est un charbonneur. Mais bon, il s'est retrouvé quand même avec une nana un petit peu dure. Donc il continue, et il nous dit, je tiens à dire qu'elle possède, via ses parents, un compte bancaire à 45 000 €, tandis que moi, j'avais 0 €. Et elle n'a jamais voulu piocher dedans pour quoi que ce soit. Et que ça a toujours été à moi de faire des dépenses, car je cite ce qu'elle m'a dit, pour moi, c'est de la galanterie. Alors, le terme est mal dit, mais quelque part, il y a de la vérité là-dedans. Je veux dire, normalement, mec, tu dois t'attendre, en tant qu'homme, à assumer quasiment toutes les dépenses du foyer. Je dis bien, en tout cas, les dépenses, si tu veux, essentielles, c'est dire, bon, ok, tu travailles, tu as ton transport, machin, bon, ça, ok, le loyer, tu dois le payer normalement. Aussi, pareil, normalement, l'électricité, l'eau, la bouffe, normalement, c'est toi qui dois le payer. Après, bien sûr, la femme, bon... Qu'elle soit femme au foyer, bon là c'est plus compliqué, mais si elle travaille à côté, bon elle peut, si elle veut, librement participer, et c'est presque logique. Mais là il y a un problème, si tu veux, c'est que vous n'êtes pas dans un cadre, marital en fait. Donc la question que tu dois te poser c'est, dans quel cadre moral te trouves-tu avec cette personne? Quel engagement vraiment a-t-elle envers toi? Quel engagement, ne serait-ce que contractuel, a-t-elle envers toi? Eh bien en fait elle n'en a aucun. Vraiment. Il n'y a aucun contrat, évidemment. Alors, nous, dans la religion catholique, bien sûr, le mariage est un sacrement, mais il y a aussi un contrat moral extrêmement strict par rapport à ça. Même dans le mariage civil, vous avez aussi un contrat qui existe, un contrat qui est quelque part aussi moral, d'ailleurs. Mais là, dans une relation de concubinage, quelle obligation cette fille a-t-elle envers toi, finalement? Eh bien, elle n'en a aucune, c'est ça le problème. Donc, il continue, il nous dit, donc pour terminer son tweet, il nous dit... Mon avis est peut-être subjectif, mais j'ai fait intervenir des gens extérieurs afin de leur expliquer ma situation. Amis, collègues de travail, famille, et j'essaye de prendre un maximum de recul, mais plus j'en prends, et plus je me rends compte que j'ai perdu mes principes. Donc ça, c'est la fin du tweet maintenant. Je pense pas que tu aies perdu tes principes, mon gars, mais t'as plutôt, à mon avis, perdu peut-être ta naïveté. Non pas envers les femmes, parce que là, ce que je vais dire, c'est pas... Il faut pas tomber, si vous voulez, ni dans le féminisme, c'est entendu, mais il faut pas tomber non plus dans la misogynie débile, hein, l'espèce de masculinisme idiot en disant les femmes sont toutes les mêmes, machin truc. Là, je pense que tu as perdu tes illusions. Illusions perdues, hein, pour citer le fameux roman de Balzac. Mais là, la cause du problème, elle vient justement de ce que je disais, c'est-à-dire de l'absence de cadre strict dans lequel vous vous êtes embarqué dès le début, en fait. Il n'y a pas de cadre moral, en fait, du tout là-dedans. C'est juste une espèce d'arrangement tacite. Vous vous aimez bien, du coup vous vous mettez en couple, mais en fait, quelle est la direction de tout ça? Manifestement, malheureusement, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, puisque cette jeune fille, malgré que tu sois, encore une fois, un mec en or,
Bon, d'ailleurs, c'est bizarre, je me suis mis à parler directement au mec. Bref, ce mec-là, c'est un mec en or. Regardez bien son profil. C'est un mec qui fait du sport. Le gars, il a 20 ans. Il est là en alternance, licence pro. D'ici quoi, 1 an, 2 ans, il va sortir de sa licence pro. Il sera diplômé. Il aura déjà un taf, peut-être même qu'il va être embauché par l'entreprise dans laquelle il est déjà. En tout cas, en général, j'imagine qu'il a fait bac pro, ou bac techno, je sais pas. Donc là, il est en alternance. Donc à la sortie de ses études, il aura un boulot quasiment assuré, ou en tout cas assez rapidement. Relativement bien payé. Il sera, à mon avis, il sera sûrement pas payé au SMIC. Donc le mec, il est dans de très bonnes conditions pour démarrer sa vie, en fait. Et vous voyez, ce genre de mec-là, vous l'auriez mis, je sais pas moi, il y a quelques décennies, on va dire dans les années 50. Dans les années 50 ou même dans les années 60, ce mec-là, voyez-vous, ce serait un mec en or. Je dis pas que toutes les filles seraient assez crochées ou je sais pas quoi, mais ce serait typiquement le genre de gars, avec la tête sur les épaules, un mec ambitieux, travailleur, dynamique, voilà, qui présente bien, qui fait des choses. Alors là je prends évidemment en compte ce qu'il nous dit, hein. Je connais pas sa vie, je connais pas sa meuf, bref, mais si on prend ce qu'il nous dit, ce mec-là, voyez-vous, c'est typiquement le genre de mec, il serait sorti d'une de nos familles bien françaises, catholiques de base à l'époque. Je parle pas ici de familles de la haute bourgeoisie comme les gens se l'imaginent, non, je parle de comment ça se passait dans les familles simples, hein, les familles de la paysannerie, ou les familles ouvrières, ou les familles de la petite bourgeoisie, ou de la classe moyenne française catholique, ou même pas forcément catholique d'ailleurs, d'il y a encore 70 ans. Ça aurait été typiquement le genre de jeune homme, si vous voulez, il n'aurait même pas eu en fait à faire le moindre pas, si vous voulez, le moindre effort, pour aller se chercher une meuf à droite à gauche. Parce que dans son entourage, il y aurait eu quelqu'un, un patron, un voisin, un oncle, ses propres parents, qui aurait dit « Mon jeune là, c'est un bon jeune, il travaille bien, il a vraiment la tête sur les épaules. Tiens, la fille de un tel, de monsieur truc, de monsieur Schneider qui est là-bas. Voilà, je sais que monsieur Schneider, voilà, c'est une famille qu'on connaît bien, ce sont des gens sérieux, ils ont une fille bien. Ben tiens, on va peut-être les faire se rencontrer. Voilà, c'est un jeune qui leur plairait à mon avis. » C'est comme ça en fait que ça se passait très souvent en fait. Alors là je dis les années 50-60, je veux dire ça passait déjà en vrille, hein. C'était pas comme ça forcément dans toutes les familles, mais encore c'était quand même en fait la façon de raisonner de façon générale. Vous allez comprendre là où je veux en venir, parce que pour moi c'est un énorme problème dans la société française et occidentale actuellement. Ce sont les relations hommes-femmes, et pas seulement les relations en tant que telles, c'est plutôt la façon dont les gens sont mis en relation et comment ils interagissent en fait. Aujourd'hui on a une conception, si vous voulez, du couple et de la sexualité, tout ça, complètement différente évidemment de celle qu'on avait dans une société chrétienne, et même, je dirais, dans une société post-chrétienne, telle qu'on l'a eue au 19e et au début du 20e siècle, où la société n'était plus nominalement chrétienne, même s'il y avait encore beaucoup de catholiques dans la société, mais tout ça pour dire que même dans les milieux, on va dire, déjà plus laïcisés, plus agnostiques, etc., vous aviez encore une conscience morale assez élevée, même sur le plan de la morale naturelle. Et il était encore tout à fait normal, en fait, pour les parents, dans les années 50, et peut-être même encore les années 60, il était tout à fait normal, si vous voulez, pour les parents, en fait, de diriger très tôt leurs enfants vers, justement, des partis intéressants, des filles ou des jeunes garçons intéressants. Tiens, celui-là, ce serait bien que tu te maries avec lui. Voilà, c'est un mec qui a l'air bien, une bonne tête sur les épaules. Ça, c'est une fille qui est bien. Elle n'est pas dispersée, elle présente bien, elle est bien éduquée, etc., etc., elle est intelligente, etc., les parents avaient vraiment un rôle très très important dans la direction morale et bien sûr spirituelle des enfants. Aujourd'hui, ça a complètement disparu, en tout cas dans beaucoup de familles françaises. C'est un énorme problème, et c'est pour moi l'une des racines, si vous voulez, c'est l'une en tout cas des expressions, peut-être, je ne sais pas, l'une des composantes en tout cas de la décadence anthropologique de la race française, de la société française, depuis quelques décennies. Et ça, on le voit notamment dans la génération d'après-guerre. On le voit un petit peu, on le voyait déjà un petit peu, mais c'était pas encore super marqué. Je dirais qu'on le voit depuis la génération X, la génération des millennials, donc la mienne, et la génération Z actuelle, qui est sans doute à un stade extrême, si vous voulez, à ce niveau-là. Là, ce jeune homme, si vous voulez, on voit qu'il n'a jamais eu le moindre conseil, en tout cas j'ai l'impression qu'il n'a jamais eu le moindre conseil sérieux de la part de ses parents. Parce qu'évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce que l'école vous apprenne tout ça. Dans ma génération, les millennials, il y avait déjà une énorme permissivité, si vous voulez, par rapport aux petits copains, petites copines. J'avais des copains, si vous voulez, dès l'âge de 12 ans, ils avaient déjà des copines, ils avaient déjà fait des bricoles,
voyez ce que je veux dire? Chez beaucoup de mes camarades, je me disais, mais c'est quand même dingue que voilà, finalement, ils soient tellement à l'aise comme ça très rapidement pour avoir des relations comme ça, des petites copines, mais vraiment en mode, voilà. Donc c'est pas nouveau, si vous voulez. Aujourd'hui, les gens, effectivement, se disent, mais la génération actuelle, c'est terrible. Regardez tous les dégâts que font TikTok et compagnie. Déjà, dès l'âge de 13-14 ans, les filles sont quasiment des catins, les jeunes garçons sont des crapules, voilà. Mais en fait, je ne crois pas que ce soit un phénomène tellement récent. Mais pour moi, la question, c'est vraiment un défaut grave dans l'éducation et dans l'encadrement moral, alors non seulement de la société, mais tout simplement dans le cadre familial, en fait. Ça, c'est un énorme problème. Parce que ce jeune homme-là dont on parle, ce jeune homme-là, comme je le disais, on voit que ses parents ne l'ont pas encadré à ce niveau-là. Je pense, hein. Et pareil pour la fille d'ailleurs. Parce que déjà, comment est-ce que vous concevez que votre fils, déjà à la base, à l'âge de 18 ans, 20 ans, bon, il vous dit, voilà, le mec, votre garçon, il est dans ses études et tout, bon, il va trouver une boîte en alternance, il est en bonne position, si vous voulez, pour construire sa vie. Et il vous dit, ah mais j'ai une copine, voilà, qui habite à Toulouse, bah j'y vais, voilà, on va s'installer ensemble. Déjà, à ce niveau-là, les parents devraient dire, mais attends, c'est ta copine, d'accord, mais c'est quoi en fait l'engagement que tu as avec elle? C'est quoi qui vous lie vraiment en fait? Qu'est-ce qui te dit que tu vas arriver à Toulouse et que finalement, bah, la meuf, au bout de 2 mois, elle va pas disparaître. Évidemment, quand on est jeune, on est un petit peu, pas fleur bleue, mais en tout cas, voilà, on est, bon, c'est une question hormonale, c'est la génération, c'est comme ça, l'âge et tout ça, bon. On est beaucoup plus, actif et aussi peut-être plus romantique aussi, en tout cas plus naïf peut-être. On est plus prône, si vous voulez, à se laisser embarquer finalement dans des romances comme ça, sans réfléchir vraiment au lendemain, en quelque sorte. Et je dis ça, c'est peut-être pas les bons mots, parce que là encore une fois, ce jeune-là, on voit que c'est un mec qui voulait vraiment s'engager avec cette fille. On voit, il a fait des efforts incroyables. Il a traversé la France pour aller s'installer avec elle. Il a fait des arrangements pas possibles. Il a travaillé comme un bœuf, sans trop broncher, en claquant tout l'argent qu'il gagnait durement, juste pour être avec elle. Mais pourquoi finalement? C'est ça la question que j'aimerais savoir. Pourquoi? C'était quoi le projet avec elle? Si cette nana-là n'est pas ta femme, comment est-ce que tu peux être sûr que effectivement elle ne va pas finalement dire finalement ça m'arrange plus? Et là, quand je dis ta femme, je parle bien d'un mariage catholique. Je dis pas qu'un mariage catholique ne peut pas mal se passer, ça arrive, évidemment. Ça a toujours existé dans l'histoire, ça peut arriver. Dans le Nouveau Testament, vous savez que le mariage est décrit comme c'est un grand sacrement. C'est pas un petit sacrement, hein, c'est très important le mariage catholique. Et ça vous donne un cadre, si vous voulez, exceptionnel. Il n'y a rien de comparable, si vous voulez, au mariage catholique. Dans toutes les autres religions, tous les mariages sont toujours finalement assez facilement révocables. Ils sont assez facilement aussi, on peut facilement tomber aussi dans la polygamie ou dans la bigamie, etc. Dans le mariage catholique, si vous voulez, c'est vraiment... En fait, c'est le mariage tout simplement institué par notre Seigneur, qui respecte vraiment... Enfin, on voit son origine divine et on voit aussi qu'il correspond tout à fait à la loi naturelle, ce qui n'est pas le cas dans les autres religions. Donc déjà, ce cadre-là vous donne vraiment énormément de sécurité. Et aussi un cadre moral très fort. Encore une fois, c'est pas pour dire que ça peut pas mal se passer, ça peut. Mais en général, je trouve que ça vous donne beaucoup plus de garanties que tous les autres cadres. C'est quoi les alternatives? L'alternative numéro 1, c'est le mariage civil. Bon, le mariage civil, si vous voulez, c'est pas une garantie, parce que vous pouvez divorcer comme ça, du jour au lendemain. C'est pas vraiment une garantie, ce n'est pas un sacrement. Bon. Il n'y a rien de sacré vraiment dans le mariage civil. L'autre alternative, qui est vraiment préférée par la plupart des gens aujourd'hui, bon, je passe sur le Pacs, hein, pour moi le Pacs c'est une espèce de mariage civil, peu importe, hein, c'est la même chose. Mais sinon, à part ça finalement, le modèle que les gens utilisent, que les gens favorisent aujourd'hui, c'est le concubinage. Voilà, on se met en couple. Parce qu'on s'aime bien. Bon, alors on comprend, moi en tout cas je comprends très bien, je comprends la logique derrière, mais le problème, c'est que, bon, déjà, si on prend d'un point de vue moral, évidemment, c'est une grave faute morale. Mais ça, les gens, ça leur passe un petit peu au-dessus de la tête. Ils se disent, mais qu'est-ce que ça peut faire? On s'aime, on se met ensemble, très bien. Mais le problème, c'est que les gens ne regardent pas le côté pratique. Vous savez, je dis souvent, quand on fait des propositions sur le plan politique, en tant que catholique intégraliste, vous savez, je dis souvent que les gens ne comprennent pas que les bénéfices, les bienfaits spirituels ont souvent et presque même systématiquement, en fait, une traduction en tant que bienfait temporel. Ben là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si vous êtes hors du cadre du mariage catholique, finalement, et que vous êtes dans un cadre de concubinage, ben là encore, qu'est-ce qui vous garantit que votre conjoint ou que votre compagnon n'en aura pas marre de vous, au bout de 2 mois, il va se dire, bon, finalement, ça me saoule, puis, si vous voulez, il aura beaucoup moins, en fait, de scrupules, finalement, soit à vous quitter, soit à ne pas vraiment assumer peut-être le devoir qui devrait être le sien par rapport à vous,
il va pas forcément vous respecter comme il le devrait, ou peut-être pire encore, je sais pas, il va vous tromper, etc., etc. Donc c'est un grave problème. Et le truc, c'est qu'effectivement, notre société actuelle nous a vraiment habitués en fait à trouver ça normal, à trouver ça voilà, comme étant une espèce de standard finalement. À tel point que finalement, on se dit que aujourd'hui, on est arrivé à un point à se dire que finalement, vous savez, quand il y a des jeunes qui se marient assez tôt, qui se marient vers 20 ans, même 19 ans, alors imaginez 19, 18 ans, alors là on vous traite quasiment de taré, de sectaire ou que sais-je, mais vous mariez à 20 ans, 21 ans, 22 ans, la plupart du temps les gens vont vous dire mais t'es complètement fou, t'es trop jeune, profite de la vie, et blablabla, et blablabla. Ok, mais profiter pour faire quoi? Profiter pour s'amuser, mais s'amuser à faire quoi? À multiplier les rencontres, à découcher, à sortir en boîte, je sais pas faire quoi, mais finalement ça rime à quoi tout ça finalement? Même sur un pur point de vue pratique si vous voulez, ça rime à quoi? Et justement, on voit que ce jeune homme-là, il nous dit que forcément, il s'est retrouvé à un moment donné dans une situation telle qu'il a commencé à en parler. Évidemment, il a cherché à avoir du secours auprès de lui, dans sa famille, chez ses amis. Bon, voilà, forcément, il en avait gros sur la patate et on le comprend tout à fait. Hein. Là, il est vraiment dans une situation très très compliquée et très très triste. Hein. Quand je vois en fait les commentaires sous son fil, je me dis que malheureusement, le problème aussi, c'est que beaucoup de jeunes comme ça, je pense qu'ils vont se heurter à des murs, tel que ce jeune homme, hein, effectivement. L'autre problème, c'est que c'est dur, en fait, de trouver du bon conseil aujourd'hui. C'est pas facile, surtout quand vous n'avez pas d'entourage catholique, j'ai envie de dire, ou en tout cas quand vous n'avez pas quelqu'un autour de vous qui a vraiment une forte capacité, enfin une haute morale naturelle. C'est quand même compliqué. Si vous n'avez pas quelqu'un comme ça autour de vous, vous pouvez vite vous trouver face à quelqu'un qui... Alors certes, ça va être un ami, quelqu'un de votre famille, un collègue qui vous aime bien, qui a de l'amour pour vous, qui veut vous aider, mais qui n'a pas les bons principes. Et du coup, il peut facilement, en fait, sans le vouloir, il peut vous donner un mauvais conseil. Donc là, c'est un peu ce que je vois, en fait, dans les commentaires en dessous. Donc il y a pas mal de gars qui commentent, qui disent, voilà... soutien, force à toi, machin truc. Donc il y a un gars qui dit ça, par exemple. C'est typiquement le mauvais conseil. Mon ref, tout ce que j'ai tiré des relations que j'ai eues, c'est qu'il faut vivre pour soi avant de vivre pour les gens. L'égoïsme, c'est la clé du bonheur. C'est un très mauvais conseil. Très mauvais conseil. Qu'en fait, si vous voulez, il y a deux extrêmes, si vous voulez. Il y a deux problèmes dans cette situation. Effectivement, il est clair que... surtout dans le cadre d'une relation de concubin ou de concubinage ou que sais-je, ou même dans tout type de relation, vous ne pouvez pas vous laisser faire de façon injuste. Vous ne pouvez pas tolérer vraiment un traitement injuste qui va vous être fait. Et là, clairement, je trouve que ce jeune, faisait face à une forme d'injustice, finalement. Clairement, il était face à quelqu'un qui... alors, je ne sais pas si cette fille voulait profiter de lui, ce que je ne pense pas, parce que le mec n'était pas un millionnaire non plus, c'était pas une gold digger, la fille. Mais, quelque part, clairement, il y avait un déséquilibre énorme dans cette relation, c'est clair. Mais ça, c'est une chose. Mais en même temps, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême de se dire « Ah, mais de toute façon, c'est tout pour ma gueule. Voilà. » Donc, comme le dit ce mec, là, très mauvais conseil, il nous dit « Voilà, l'égoïsme, c'est la clé du bonheur. » Ben non, c'est pas la clé du bonheur, l'égoïsme. La naïveté jusqu'au point de la stupidité, ce n'est évidemment pas la condition du bonheur. Mais l'égoïsme ne l'est pas non plus. Parce que là, en fait, ce qu'il lui conseille, c'est « Voilà, tu t'en fous. » Voilà, tu vis que pour ta gueule. Donc en gros c'est un peu le conseil, si vous voulez, de tout ce mouvement là qu'on appelle MGTOW, donc les masculinistes, hein, qui vont vous dire, voilà, il faut surtout pas se marier, le mariage c'est une arnaque, les femmes sont quasiment toutes des péripatéticiennes, on peut pas leur faire confiance de toute façon, si tu te maries et que tu divorces, tu vas tout perdre, etc. Bon. Et en gros, leur conseil à eux, c'est de dire, voilà, finalement, multiplie les conquêtes, fais de l'argent, fais ton truc, et surtout ne t'engage pas, voilà, traite les femmes comme elles nous traitent comme de la merde, donc fais pareil, et n'aie aucun scrupule. En gros, c'est ce que il lui conseille, basiquement. Et c'est un très mauvais conseil, très très mauvais conseil. Alors il y a un autre bonhomme qui lui dit aussi... Tu as 20 ans, ce n'est pas à cet âge que tu dois concéder autant, surtout pour une fille qui vraisemblablement en profite et ne t'aime pas. Il faut vivre et être heureux, tu le mérites à être bosseur comme ça. C'est une relation toxique qui ne t'apportera rien. Donc là, il y a un avis qui est quand même déjà plus mesuré, plus correct. Bon, sauf à un niveau, c'est-à-dire que le mec, là encore, le gars qui fait ce commentaire, dit en gros, voilà, t'as 20 ans, donc t'es trop jeune, si tu veux, pour t'engager dans une relation sérieuse. Mais c'est pas ça le problème. Moi, je pense que ce jeune homme, là, au contraire, je pense que c'est un jeune homme, justement, qui montre qu'à 20 ans,
il est extrêmement sérieux. Si vous voulez, à moi, à son âge, à 20 ans, j'étais pas aussi sérieux que ça. Hein. À 20 ans, j'étais un énorme faioler, comme on dit ici en Alsace, c'est-à-dire un fêtard ou voilà, un osseur, comme on dit en français. Bref, j'étais pas du tout aussi sérieux que lui. Mais même si je travaillais déjà et tout ça, et j'étais en études aussi, mais voilà, j'avais pas la tête aussi bien sur les épaules, je pense, que lui. Mais là, ce que je vois de ce jeune gars-là, au contraire, c'était plutôt un mec qui, en tout cas, d'après ce qu'il nous dit, était, encore une fois, un mec en or, si vous voulez. Pour moi, c'était typiquement le genre de mec qui aurait fait un très bon parti dans une bonne petite famille française. On se serait dit, mais voilà, ça, c'est un bon gars prometteur, donc il faut qu'on trouve une fille qui va se marier avec lui, et même, ce serait sans doute des gens de son village, ou de sa ville, ou de son quartier, ou de son entourage, qui seraient venus lui dire, mais écoute, je vois que tu vas bientôt rentrer dans la vie professionnelle, est-ce que tu veux pas rencontrer ma fille ou ma nièce un tel, voilà, qui n'a pas encore trouvé de mari, voilà, elle est vraiment gentille, et puis voilà, on vous arrange une rencontre, et puis vous voyez si vous vous plaisez, et puis voilà, vous pouvez vous marier. C'est comme ça qu'on aurait fait dans la France réelle. Et ça a totalement disparu de l'esprit de beaucoup de Français aujourd'hui. Vous voyez, quand je parle souvent d'amnésie identitaire, de choses comme ça, c'est parce que moi je viens, si vous voulez, d'une famille. Comme je le dis, bon, je sais pas pour crâner, mais je connais tous mes ancêtres, je les connais depuis jusque quasiment au XIe siècle. Je connais le moindre d'entre eux, je connais tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, etc., etc. Et en fait, ça m'a permis, si vous voulez, d'avoir vraiment une bonne compréhension de comment ça se passait vraiment à chaque époque, y compris dans des époques très récentes de ma famille. Donc comment ça se passait en fait dans nos familles à nous. Moi je viens d'une famille catholique, certes pas tout à fait française puisqu'on est plutôt germanique, mais voilà, on est quand même en France techniquement depuis 400 ans. Donc si vous voulez, je vais vous donner un exemple. Mes grands-parents, on les a mariés de façon... Alors aujourd'hui on appellerait ça un mariage arrangé. C'est-à-dire que mes grands-parents, en fait, c'est notamment le grand frère de mon grand-père, qui était donc un petit peu le chef de famille, puisque mon arrière-grand-père était mort assez prématurément. Et en fait, comme mon grand-père était donc agriculteur, qui venait de reprendre le domaine familial, et donc il devait se marier, pour eux c'était logique, hein, il avait 20 ans, 21 ans peut-être, je sais pas. Et donc mon grand-oncle, donc son grand frère, eh bien, connaissait une autre famille en Lorraine, une famille de fermiers, donc qui avait une fille, effectivement, une jeune fille à marier. Et donc, tout simplement, mon grand-oncle a dit, écoutez, on va faire une rencontre, on fait une espèce de réunion de famille, on se rencontre, tout le monde vient, on fait une petite soirée, une fête, etc. Comme ça, les deux vont se rencontrer. Et puis, s'ils s'aiment bien, eh bien, voilà, ils feront ce qu'ils voudront. Et évidemment, mon grand-père comme ma grand-mère savaient très bien, effectivement, que cette rencontre était faite pour ça. Mais il n'y avait pas d'obligation, on leur mettait pas le couteau sous la gorge en disant, voilà, il faut que tu te maries avec elle ou avec lui. Non, c'était juste, voilà, on vous fait une rencontre, parce que, voilà, on veut tout simplement... c'était la bonne chose à faire, en fait. C'était la bonne chose à faire. Donc, non seulement ça fait des alliances familiales, en plus, ça se passe dans un cadre agréable, et vous avez surtout, si vous voulez, cette supervision familiale, en fait. C'est-à-dire que c'est la famille, en l'occurrence, alors c'était mon grand-oncle, donc qui a pris un petit peu la place du père de famille, donc mon arrière-grand-père qui était déjà décédé, qui a pris la responsabilité. Il a pris ses responsabilités en tant que chef de famille de se dire, eh bien maintenant, voilà, mon petit frère doit se marier, donc comme papa n'est plus là, eh bien moi je prends l'initiative de lui trouver une femme, en tout cas de lui arranger une rencontre. C'est comme ça que ça se passait dans la France réelle. Et là je vous parle de mes grands-parents, ils sont mariés quand, dans les années début des années 50, je crois. Voilà, début des années 50, je sais plus exactement quand, mais bref. C'était il n'y a pas si longtemps, hein. C'était pas au Moyen-Âge, c'était pas à l'époque de Charlemagne ou de Saint-Louis, c'était dans les années 50. Ça se passait comme ça dans les vraies familles françaises catholiques. Alors ça se passe un petit peu comme ça dans certaines familles tradies. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me choque énormément, c'est qu'effectivement, quand vous demandez aux représentants de la droite nationale actuelle, qui se prétendent conservateurs, qui se prétendent les défenseurs de la tradition française, de notre manière de vivre, de notre art de vivre, quand je les entends, qu'est-ce qu'ils nous proposent finalement par rapport à ces questions ? Comment est-ce qu'ils nous présentent le modèle de la famille française ? Comment est-ce qu'ils nous présentent le modèle, si vous voulez, des relations hommes-femmes ? Écoutez, ça ne correspond en rien à la véritable anthropologie française que nous connaissons parce que nous sommes des vrais Français. D'accord ? Et nous avons face à nous des gens qui viennent de milieux différents, n'est-ce pas ? C'est pas pour les blâmer, on peut s'assimiler, effectivement. Mais manifestement, nous devons en faire des personnes qui ne sont pas, effectivement, aussi assimilées qu'ils le laissent penser. Je n'en dirai pas plus. En tout cas, c'est comme ça que ça se passait, et ce qui, moi, me choque, c'est qu'effectivement, ces personnes-là nous disent, finalement, la culture française, c'est quoi ?
Selon eux, hein, la tradition française, c'est quoi? Ce sont les femmes libres qui ont tout à fait le droit de se balader en mini-jupe, je sais pas quoi, qui ont le droit de sortir avec qui elles veulent. C'est même le droit des homosexuels, selon certains. Voilà, ce serait un droit, une tradition française, que sais-je. La tradition française, ce serait la drague, le libertinage, ce genre de choses. Parce que finalement, en fait, quand je vous donne mes petites anecdotes familiales, bah, si je mettais pas, si vous voulez, si je précisais pas à chaque fois que c'était des cas qui concernaient des personnages français catholiques, de pure race française, eh bien, qu'est-ce que le petit laïcard patriote débile me dirait? Ah, mais vous êtes musulman, vous êtes certainement un taliban ou que sais-je. Non, 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 cher ami. Je suis pas un taliban ou quoi que ce soit. Là, je vous parle effectivement de ma famille purement française, germanique, mais catholique, voilà, purement européenne, occidentale. Voici comment ça se passait vraiment dans nos familles il y a encore pas si longtemps. Donc ne venez pas me dire que l'art de vivre à la française, ce serait une espèce d'anthropologie complètement dégénérée, mais qui serait peut-être un peu moins pire, effectivement, que tout ce qu'on voit aujourd'hui, le SJW, les woke, les pansexuels, les bisexuels, les LGBT. Oui, c'est sûr que c'était pas à ce point-là. Mais en fait, ce qu'ils nous proposent, eux, c'est l'anthropologie décadente et les mœurs décadentes des années 60-70, en fait, c'est ça. C'est-à-dire les mœurs que, malheureusement, ont adopté pas mal de gens de la génération de nos parents. Et qui justement, expliquent pourquoi n'avons pas eu cette bonne transmission des bonnes manières de faire, ces vraies bonnes valeurs familiales, justement. C'est pour ça qu'on ne les a pas eues, nous. C'est-à-dire la génération X, génération millennials et la Gen Z. C'est pour ça que ça n'avait pas été transmis à nous, cette manière de faire. Et c'est pour ça que la génération de nos parents, généralement, justement, n'applique pas ces principes de se dire, déjà, il n'y a pas de tu me ramènes ton petit copain ou ta petite copine à la maison, ça c'est non. Aujourd'hui, on voit des dingueries. On voit des dingueries. Et même déjà, à l'époque où j'étais au collège-lycée, on voyait des dingueries. C'est tout le nœud du problème, finalement. Et c'est pour ça aussi que, du coup, vous vous retrouvez avec des jeunes qui, en fait, perdent beaucoup de temps. Qui perdent beaucoup de temps et qui perdent aussi, bien sûr, en grâce, perdent spirituellement. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans des situations où, comme on leur a pas donné une vraie éducation, alors aujourd'hui qu'on appellerait ça une éducation sexuelle. Moi j'appellerais ça, je sais pas, une éducation sentimentale, ou je sais pas comment appeler ça, mais je pense que ça manque, mais terriblement. C'est-à-dire que très tôt, il faut dire à ses enfants, écoute, déjà, bon, il n'y a pas d'histoire où tu me ramènes des petits copains ou des petites copines à la maison, ça je pense que ça va être clair. Enfin, pour moi c'est inimaginable, hein, vous imaginez ça, c'est invraisemblable. D'autre part, il faudrait leur dire ça et aussi leur dire, mais écoute, sauf s'il veut devenir prêtre, mais je veux dire, en tant que simple laïc, eh bien, ton but dans la vie, effectivement, tu dois trouver une femme. Tu dois te marier, et pour ça, tu dois aussi travailler, tu devras assumer certaines responsabilités. Voilà, la vie, c'est pas s'amuser à sortir tous les week-ends, à multiplier les conquêtes, à aller sur Tinder. Non, c'est pas ça la vie. Ça va t'apporter, si vous voulez, ça va t'apporter que du vide, en fait, que des déceptions, de la déprime et tout ça. Il va falloir faire comprendre tout de suite que l'honneur, en fait, se trouve, le vrai respect, si vous voulez, se trouve vraiment dans l'amour que tu vas donner, en fait, à quelqu'un d'autre. Et l'amour, c'est pas seulement une espèce d'idée romantique, comme ça, un petit peu... voilà, c'est vraiment aussi un engagement, en fait, qui aussi est un témoignage d'amour, hein. C'est la même chose, en fait. Mais c'est ça, le vrai amour. C'est s'engager pour quelqu'un. Tu vas t'engager. Tu vas faire des efforts pour cette personne. À tous les points de vue. Tu vas vraiment la chérir, mais aussi la chérir dans le sens où vraiment tu vas t'occuper d'elle, tu vas essayer d'assurer tout ce qu'il lui faut dans sa vie, et aussi pour l'éducation, pour faire des enfants avec elle, etc. Donc tu vas vraiment devoir te préparer à tout ça, et c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose que tu dois prendre à la légère, donc tu dois tout de suite te mettre dans un état d'esprit pour avoir ça, et pour ça il faut aussi le mériter, parce que on n'est pas dans une époque facile. Enfin, normalement, les parents auraient dû continuer à nous donner cette éducation et aussi peut-être à nous mettre en fait dans un cadre en fait, qui favorise justement les bonnes rencontres. C'est ça la question en fait, c'est ça la question. Aujourd'hui, les rencontres, et même déjà, ça dure déjà depuis un certain temps, mais c'est tout le problème aussi de la façon dont on rencontre les gens. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque, dans une ère d'hyper-réalité, où justement les rencontres, les interactions sont de plus en plus impactées et dévalorisées justement par la barrière numérique virtuelle. On virtualise les rencontres et du coup, si vous voulez, ça ne fait que réduire, si vous voulez, les considérations morales par rapport à tout ça. Par conséquent, c'est clair que les rencontres qu'on peut faire aujourd'hui, et plus le temps passe, effectivement, sont vraiment de moindre qualité, j'ai l'impression, je sais pas comment dire ça, mais voilà, j'ai quand même l'impression. Et du coup, quand je parlais justement, je donnais l'exemple de la rencontre de mes grands-parents.
Bah, vous voyez, c'est simplement pour vous donner un exemple, tout simplement, de mise en bonne condition de deux jeunes gens voilà, qui peuvent se marier, qui sont en âge de se marier. La famille les met en condition. La famille les encadre. Précisément parce que la famille tient aux membres de sa famille, tient à son sang, et donc on veut les mettre dans des bonnes conditions. Donc on va essayer de les mettre, voilà. C'est pas qu'on les force à quoi que ce soit. C'est juste qu'on va se dire, ben voilà, on connaît un tel, hein, son fils, voilà, il est en âge de se marier, c'est un gars bien, bon. Ben on organise une rencontre, on va organiser un pique-nique, je sais pas moi, une balade, une sortie, que sais-je, bon. Comme ça, ils vont se rencontrer, etc., etc. C'est comme ça qu'on fait, en fait. C'est comme ça qu'on fait à la base. Et donc, voilà, ça s'est complètement perdu. Alors qu'en fait, ça garantissait justement vraiment énormément de choses. Ça a empêché en fait les jeunes en fait finalement de perdre leur temps dans des futilités, parce que regardez, c'est pas seulement, si vous voulez, sur un point de vue moral ou spirituel, mais regardez le temps que ce pauvre garçon a perdu. Regardez l'argent qu'il a claqué, l'argent durement perdu qu'il a claqué pour cette fille qui manifestement n'en valait pas la peine. Cette fille n'a pas compris qu'elle avait face à lui un mec en or. Alors après, je sais pas, je connais pas, si vous voulez, personnellement. Peut-être que le mec nous raconte des bobards, peut-être qu'en fait c'est un gros salopard et qu'il est insupportable dans la vie, j'en sais rien, je le connais pas. Mais bon, là, on va juste prendre on va juste prendre cette histoire en face value, en valeur palpable. Donc si on en croit là tout ce qui nous est dit, voilà, ce mec-là, c'est un bon gars, un mec en or qui bosse bien, et il a face à lui finalement une personne qui ne le mérite pas. Donc là, clairement, cette fille, voilà, c'est une fille qui n'est pas bien pour lui. Elle est toxique, ou en tout cas, elle n'est pas impliquée. Je sais pas quel est son problème, mais voilà, elle n'est pas impliquée, et donc ce mec-là, voilà, il devrait clairement prendre la conclusion que cette fille-là, voilà, elle n'est pas faite pour lui, et qu'il a perdu son temps avec elle. Mais il ne devrait surtout pas il devrait en fait tirer les bonnes conclusions. Il faudrait vraiment que quelqu'un puisse le conseiller justement et lui dire non, tu dois pas rentrer dans les délires égoïsme ou je sais pas quoi, tu dois pas non plus rester, si tu veux, dans une naïveté ou quoi, tu dois tirer simplement les conclusions de tout ça et te dire, mais finalement, le problème c'est que c'était mal parti dès le début. Dès le début, il n'y avait pas de cadre strict de notre relation. C'était quoi le but de notre relation? Est-ce que c'était de fonder une famille, de se marier, de fonder une famille, de faire des enfants, etc., etc. Est-ce qu'il y avait un lien sacré entre nous? Non. D'après ce que je lis, il y avait rien de tout ça. Donc finalement, faut pas s'étonner aussi que ça se passe comme ça. Je dis pas que ça se passe toujours comme ça, mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a un peu l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a un peu l'idée que finalement, il est presque plus normal de se mettre d'abord en concubinage, et puis éventuellement, au bout de 5 ans ou tant d'années, on va se dire on se marie. Très mauvaise idée. Je peux vous le dire, très très mauvaise idée. Ça, c'est l'erreur dans laquelle beaucoup d'entre nous ont été en fait pendant longtemps, parce que c'est un peu ce que la société nous laissait dire. Il faut bien comprendre aussi que, notamment pour ce genre de couple qui sont en fait dans des relations libres, concrètement parlé, hein, un concubinage, c'est une relation où il n'y a aucun contrat moral. Il faut bien comprendre que ces jeunes gens sont sujets à une quantité incroyable de barrières, d'obstacles dont ils ne se rendent même pas compte. Parce que dans ce genre de relation, encore une fois, il n'y a pas de contrat moral. Aucun. Et déjà, il n'y a même pas de rapport sacré. Donc, qu'est-ce qui empêche un tel, si vous voulez, de convoiter votre petite copine, d'essayer de la détourner de vous? Qu'est-ce qui empêche même l'un ou l'autre de se mettre à tromper l'autre? Finalement, voilà, on n'est pas mariés de toute façon, donc voilà, finalement, qu'est-ce que ça fait? Et finalement, bon, voilà, ça fait 3-4 ans qu'on est ensemble, ou finalement, ça me saoule, finalement, voilà, ça me saoule, donc je vais voir ailleurs, ou quoi d'autre. C'est ça le problème, c'est tout le problème. Et encore une fois, il y a encore bien d'autres barrières, si vous voulez, qui peuvent survenir. Et je ne dis pas que ça ne peut pas arriver dans des couples catholiques. Hein. Les couples catholiques sont également sujets, si vous voulez, à des épreuves, à des tentations, etc. C'est pareil partout. Mais dans un couple catholique, nous avons, si vous voulez, nous sommes fait spécifier dès la base, si vous voulez, ce que ça implique. Nous sommes conscients de ce que implique, quels sont les devoirs, effectivement, du mari et de la femme chrétienne. Donc, si vous voulez, là, ça pose un autre cadre. Là, vous ne pouvez pas vous dire, finalement, ça me saoule, finalement, vas-y, je divorce ou quoi d'autre. Je pars avec les enfants, ou voilà, ça me saoule, je me tire, elle m'a saoulé, bon. Non, c'est pas comme ça, hein, ça marche pas. Donc, toute la question, elle est là, en fait. C'est quel est le cadre moral, quel est le contrat qui vous lie, quelle est la dimension sacrée de votre relation, quel était le but de tout ça? Eh bien, je pense que ce jeune homme, maintenant, a compris certaines choses, mais il faudrait vraiment prier pour lui, parce que, encore une fois, c'est quelqu'un pour qui j'ai de la sympathie, alors que je connais même pas, mais il m'a l'air d'être un bon gars, voilà. De prime abord, comme ça, il me plaît bien. Et donc, voilà, j'aimerais bien lui souhaiter, effectivement, de trouver, en fait, déjà, de peut-être se rapprocher, effectivement, de la foi catholique, de la tradition. S'il veut des bons conseils, il faudrait qu'il se rapproche d'un catholique tradi, d'un prêtre, etc., qui va lui donner des bons conseils, qui va lui dire, écoute, tu as tout pour toi.
voilà, t'es bien avancé dans ta vie, voilà, t'as la tête sur les épaules, etc., etc. Tu as tout pour toi. T'es jeune, etc. Donc, tu es un bon candidat, un excellent candidat. Tu peux trouver une femme en or, l'espèce de gourgandine. Alors, je vais pas être méchant avec elle, mais l'espèce de gourgandine là qui t'a dérespecté pendant je sais pas combien de temps. Cette fille-là n'avait aucune idée de la pépite qu'elle avait entre les mains. Elle n'avait aucune idée de ça. Mais je peux te dire qu'effectivement, il y a beaucoup de filles, justement, il y en a encore quand même, malgré ce que certains nous disent, il y a plein de filles très très bien, qui ne demandent que ce genre de gars. Voilà. Un gars bien jeune, bien installé déjà dans sa vie. Alors, il gagne pas encore des millions, mais voilà, il gagne déjà sa vie alors qu'il est encore en études. Bon, qu'est-ce que vous voulez de plus? Le mec, demain, il va trouver un boulot, et voilà, il va gagner, je sais pas, le double, et voilà, il sera parti, voilà, il pourra prendre, je sais pas, un crédit pour prendre sa baraque et tout, donc voilà. Il pourra vous installer, vous pourrez être une femme au foyer. Il y a plein de filles qui aimeraient bien ce genre de candidat. Alors je dis plein, bon, après il faudrait préciser, je sais pas, vous voyez, après il y a plein d'autres conditions, il y a aussi le charme, il y a quand même une partie de romance, bien sûr, hein, je veux dire, un mariage, c'est pas juste un espèce de truc mécanique, hein, il y a la raison, bien sûr, mais il faut quand même qu'il y ait des sentiments, il faut bien sûr qu'il y ait aussi une certaine attraction, bien sûr, c'est un tout. Mais il faut ordonner tout ça et comprendre l'importance du cadre, justement, qui lie vraiment, et un vrai couple, selon la loi chrétienne et selon la loi naturelle. Après, clairement, bon, c'est clair que nous sommes dans une époque où peut-être, effectivement, vous savez, parfois on peut... Moi, les 2 fiancées que j'ai eues, si vous voulez, c'était des filles super, très très gentilles. Bon, je vais pas me la raconter trop longtemps, c'est pas l'objet de ce podcast, mais c'est des filles exceptionnelles, dans le sens où elles étaient, en fait, très très simples, j'ai envie de dire, d'une certaine façon, même si elles avaient leurs défauts. Moi aussi, j'avais mes défauts, bon, beaucoup plus avant, mais bref. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai l'impression que plus ça va, et surtout déjà, ça fait déjà un certain temps, et c'est pas nouveau vraiment, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec tous nos réseaux sociaux, toute cette hyper-réalité, toute cette hypergamie, enfin voilà. Et c'est pas pour rejeter la faute sûrement sur les femmes, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui se comportent très très mal, qui sont des vrais salauds, qui ne sont pas dignes, si vous voulez, de confiance ou quoi que ce soit, mais on a quand même l'impression que... J'ai l'impression en fait que les relations sont devenues beaucoup plus difficiles et moins naturelles qu'avant. Pour tout un tas de raisons, alors il faudrait peut-être en parler dans une autre vidéo, je vais pas y revenir ici, mais en tout cas voilà. C'est mon sentiment, et donc du coup, j'espère le meilleur pour ce jeune homme. Et voilà, c'était une petite vidéo sur un cas, une étude de cas, hein, donc de relations hommes-femmes qui tourne mal. Donc vous voyez que ce n'était pas une vidéo, comment dire, de coach en séduction ou quoi d'autre. C'était une vidéo fidèle à l'esprit du Fidépost. Mais voilà, c'était un cas qui m'a intéressé. Je pense qu'on refera peut-être des vidéos un petit peu sur ce thème-là, parce que finalement, je pense peut-être que ça intéresse beaucoup de gens, parce que généralement, bon, des vidéos d'1 h 30 sur la politique ukrainienne, c'est pas toujours ce qui intéresse tout le monde. Donc voilà, peut-être qu'on en refera un de ces 4. Voilà, donc j'en dis pas plus. Je vous laisse à la partie des commentaires, et puis si vous avez des remarques à faire, peut-être, n'hésitez pas. Hein, c'est une question intéressante, et voilà, peut-être qu'on transmettra justement notre podcast à ce jeune homme, et j'espère vraiment qu'il retirera des leçons, et qu'il ira justement se tourner vers la tradition catholique, là où il trouvera effectivement une femme, je pense, qu'il lui correspondra, parce que ce jeune homme, je sens qu'il peut faire un excellent mari, il peut vraiment être un tchad incroyable, vraiment comment on dit ça en français, je sais pas, voilà, un mari vraiment ultra solide. Je pense qu'il a le potentiel pour ça. Et d'ailleurs, je voulais aussi ajouter un truc avant que j'oublie. Je vais vous parler tout à l'heure de ces mœurs traditionnelles, à la fois donc spirituelles, catholiques, mais aussi tout simplement naturelles, en fait. De ces mœurs, en fait, tout simplement propre à la France chrétienne, et c'est pour ça que je vous ai donné l'exemple avec justement ma famille. Eh bien, voyez-vous, il y a effectivement un problème aujourd'hui. Pourquoi c'est un tel problème anthropologique? Et c'est pourquoi est-ce qu'on a tellement de mal, si vous voulez, à alerter en fait notamment tous les milieux un petit peu patriotes, identitaires sur ces questions. Souvent, ce sont des gens qui nous traitent un petit peu, vous savez, ouais, vous êtes des talibans, vous êtes des catholiques intégrés, vous êtes l'équivalent de talibans. Voilà, vous pensez comme eux, vous avez l'esprit étriqué. Voilà, libérez-vous un petit coup, là, c'est bon, on peut... Voilà, vous voulez interdire tout à tout le monde, machin truc, enfin voilà. Ce sont des gens qui sont très très libéraux libertaires dans leur tête, et qui ne comprennent pas en fait quel est le souci avec ça. Ils ne comprennent pas en fait quelle est l'importance, si vous voulez, d'avoir un haut quotient moral dans une société.
Ils ne comprennent pas en fait que c'est ça justement qui fait la hauteur d'une civilisation, en tout cas qui en fait l'un des aspects de sa solidité. Regardez un petit peu ce qui se passe, comment ça se passe si vous voulez dans d'autres milieux. Alors dans les milieux musulmans par exemple, alors c'est pas idéal dans les milieux musulmans toujours forcément, mais encore une fois comme je l'ai dit, il n'y a que le mariage catholique si vous voulez qui est aussi strict et aussi parfait forcément. C'est un sacrement catholique donc forcément il est parfait. Mais on est arrivé à un tel point si vous voulez de décadence anthropologique en France qu'effectivement beaucoup de musulmans en fait ont un avantage dans la mesure où ils ont encore un espèce de respect, ou en tout cas au niveau naturel, pour certaines normes du mariage, même si effectivement le mariage musulman sous pas mal d'aspects pose pas mal de problèmes. Bon, après, beaucoup de ces aspects-là, si vous voulez, ne sont pas vraiment considérés ou respectés par beaucoup de musulmans en fait, hein. Surtout les musulmans du Maghreb, qui sont aussi très francisés, occidentalisés. Voilà, si vous voulez, ils vont pas suivre. Ce sont des gens qui ne vont pas suivre ce qu'a fait effectivement le prophète Mohammed. Sinon, ils auraient actuellement une dizaine de femmes. Et ils feraient aussi d'autres dingueries que je vous raconterai une autre fois. En tout cas, la plupart beaucoup de musulmans, en tout cas que moi j'ai pu connaître, finalement font des mariages, si vous voulez, qui ressemblent pas mal au mariage traditionnel catholique. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt, voilà, ils mènent finalement une bonne petite vie. Ils font un bon petit mariage. Ils sont plutôt fidèles en fait à leur femme ou à leur mari. Généralement, ils n'ont pas l'idée de prendre une deuxième femme. En général, bon après, je sais pas ce qui se passe sur la tête de tout le monde, hein. Je veux dire, c'est pas l'idéal partout, mais bon, en général, en tout cas, ils ont cet avantage, au moins sur le papier, si vous voulez. Beaucoup d'entre eux, si vous voulez, ont cet avantage de considérer un petit peu cette norme-là comme étant très importante, et aussi, ne serait-ce que, si vous voulez, dans la manière dont ils ont encore, si vous voulez, cette conception des relations hommes-femmes traditionnelle, au moins sur le plan naturel, qui en fait correspond, en tout cas que moi je comprends très bien, puisqu'en fait elle se rapproche beaucoup de la façon dont les choses se passaient dans ma propre famille, dans nos familles catholiques françaises d'il y a encore de la moitié du XXe siècle. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui a été totalement oublié aujourd'hui, qui est totalement absent en général de l'esprit de beaucoup de gens en France qui se disent patriotes et qui s'inquiètent beaucoup notamment du problème d'islamisation ou que sais-je. Et qui malheureusement ne se rendent pas compte qu'ils ont un grave désavantage en fait par rapport à tout ça. Quand ils disent à leurs filles finalement, habille-toi comme une délurée, tu peux avoir un petit copain, ceci, voilà, sois une femme libre ou que sais-je. Ils se rendent pas compte qu'en fait, ils se tirent une balle dans le pied, en fait. Ils se déshonorent eux-mêmes. Ce sont des choses qui ne sont pas tolérables. Moi, j'ai déjà eu des exemples comme ça dans ma famille, même quand j'étais petit, c'est-à-dire que à une époque où on avait quand même déjà changé pas mal de mœurs, où des réunions de famille comme ça, où je peux vous dire que ça avait bardé une fois, je me souviens, quand il y a une de mes cousines qui avait ramené un petit copain elle avait même pas ramené, mais en fait elle avait plus ou moins un espèce de petit copain dans le village, et je sais plus, un des anciens de la famille avait capté ça, parce ma famille est dans une ferme évidemment, donc il les avait captés, je sais plus, au fin fond de la ferme. Je peux vous dire que devant toute la famille, elle s'est pris une baffe. Je l'entends encore jusqu'ici, hein. C'était il y a plus de... Je sais plus, j'étais tout petit, hein. Je sais plus combien de temps c'est, mais je l'entends encore jusqu'ici, cette baffe. Et je vois la scène comme si c'était hier. Voilà comment ça se passait dans nos familles catholiques françaises. Donc malheureusement, ce sont des choses qui ont disparu de beaucoup de familles françaises. Pas toutes, hein, il y en a encore qui se tiennent bien, mais clairement, la plupart d'entre elles, celles qui se tiennent bien, souvent ce sont des familles catholiques, ou des familles où il y a encore un petit peu de respect, tout simplement, pour la famille et pour l'honneur de la famille, en fait. Parce que vous voyez, quand vous avez un garçon ou une fille qui va batifoler à droite à gauche, en fait, avant, les gens, c'était quoi leur problème? C'était non seulement, ils avaient déjà un souci par rapport à leur enfant, ils n'avaient pas envie que leur enfant se damne ou fasse des bêtises comme ça, n'importe comment. Il y avait aussi une question d'honneur familial. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'ensuite, on va dire « Ah, mais regardez le petit Hofstetter », donc je sais pas, je dis n'importe quoi, un nom alsacien, bon, le petit Hofstetter, là, apparemment, voilà, c'est un vrai coureur de jupons. Il court les jupons, attention, mettez vos filles de côté, mettez-les à l'abri, parce que voilà, apparemment c'est un coureur de jupons, il séduit tout le monde, enfin il essaye de draguer tout le monde, tout ça. Je vous garantis qu'à l'époque c'était pas bien vu du tout, hein. Ça se passait pas comme ça. C'était pas bien vu du tout. Et peu importe que le gars ait 13 ans ou qu'il ait 18 ans, hein, c'est pas ça tellement la question, c'est que ça donnait une très mauvaise réputation à la famille en fait. Très mauvaise. Aujourd'hui, les gens n'ont plus vraiment d'honneur au niveau de leur famille, ils ne défendent plus vraiment le nom de leur famille. C'est tragique. Mais remarquez, donc j'ai dit que le désavantage que certains Français ont par rapport à certains musulmans, c'est que voilà, chez certains musulmans, vous avez encore un respect par rapport à toutes ces notions-là. Pas chez tous, hein, je veux dire, il y a aussi beaucoup de problèmes chez eux, hein. Ils ont aussi beaucoup de problèmes d'immoralité, de dégénérescence et tout ça et tout ça. Regardez aussi comment ça se passe dans les milieux juifs. Et pas forcément les plus orthodoxes, hein, mais je peux vous dire que dans les milieux juifs,
vous mariez pas forcément n'importe comment avec qui vous voulez, tout ça, hein, c'est pas la fiesta non plus. Je me souviens au lycée, j'avais un ami juif justement. Bon, je vais taire son nom, hein, parce que sinon, si un Strasbourgeois m'écoute, il va sans doute le reconnaître. Bon, j'avais un ami juif qui était bon, assez rigolo, voilà, un juif nord-africain, bon, assez drôle comme mec, et que j'ai recroisé, je sais plus, il y a peut-être 1 an ou 2 ans peut-être, et qui m'avait dit, oui, en fait, je crois qu'il s'était marié justement, mais ça me faisait marrer parce qu'en fait pendant longtemps en fait je l'avais plus revu, mais à chaque fois il y avait quelqu'un qui me disait ah oui je l'ai vu, un tel j'ai vu dans telle soirée, parce qu'en fait à chaque fois il essayait toujours de draguer telle ou telle fille parce que c'était une fille voilà issue d'une bonne famille ou que sais-je, donc il voulait toujours se marier en fait avec une fille d'une bonne famille. Donc finalement je sais plus quelle fille il a trouvé, une fille juive évidemment, hein, avec qui il s'est marié, donc il a fait un bon mariage avec elle. Parce que je crois que c'est une fille, bon je sais pas qu'est-ce qu'il fait son père, mais voilà, son père a une entreprise et tout ça, donc... Mais si vous voulez, beaucoup de juifs, de juifs un peu traditionnels réfléchissent comme ça en fait, ils se disent, bah, moi je marie pas n'importe qui, attends, je marie la fille d'un tel, parce que voilà, le papa, il a, je sais pas, il a telle entreprise, il a un cabinet de ceci, cela, voilà, ça c'est un mariage intéressant. Ils vont pas... Bon, c'est pas comme ça pour tous les juifs, hein. Il y en a aussi, j'avais aussi d'autres camarades juifs au lycée qui étaient eux bon, beaucoup plus libéraux si vous voulez, ils n'avaient pas forcément cet état d'esprit là quoi, mais voilà, c'est quand même un truc qui revient. Et d'ailleurs c'est pareil aussi, même si vous voulez dans certaines, si vous regardez aussi, et là je vous donne l'exemple des juifs, mais si vous regardez par exemple regardez Zemmour par exemple, monsieur Zemmour qui effectivement nous parle souvent de l'assimilation, qui, selon moi aussi, donne de très mauvais exemples quand il parle de soi-disant tradition française, machin truc. Bon, si on le considère lui, en fait, il a aussi un petit peu fait comme mon ami juif dont je vous ai parlé, là. Il a aussi un petit peu suivi ce même chemin, c'est-à-dire que sa première épouse, ou son épouse, en fait, tout simplement, j'imagine qu'il l'a rencontrée dans le milieu communautaire, en fait. Je pense que c'était sans doute la fille d'une famille qui était amie de sa famille, etc. Ils se sont rencontrés comme ça, je pense, je le suppose. Mais regardez aussi son actuelle concubine. Son actuelle concubine est la fille d'un de ses amis. Il a connu son actuelle concubine quand elle était tout bébé, parce que son ami, l'ami en question de Zemmour, donc, il allait chez lui il y a 30 ans, quand cette jeune fille actuelle, donc Sarah Knafo, quand elle était un tout petit bébé. Ce qui peut paraître un petit peu bizarre quand même, mais bon. En tout cas, voilà. Là encore, si vous voulez, il y a une espèce d'endogamie, en quelque sorte. Mais c'est pas forcément mauvais, c'est pas mauvais de pratiquer l'endogamie. Sur le point de vue social, spirituel surtout, communautaire, ethnique, ça me paraît tout à fait naturel en fait. Et en fait, beaucoup de gens également, alors en fait c'est une question d'intelligence sociale. Et je dirais que tous les milieux où vous avez une transmission de l'intelligence sociale, vous avez toujours ce genre de phénomène d'endogamie. Je me souviens aussi, pareil au lycée, j'étais dans un lycée à Strasbourg, un lycée on va dire un petit peu bourgeois, où il y avait beaucoup de gens un petit peu de la bonne bourgeoisie strasbourgeoise. Et je sais que là aussi c'était un peu pareil, c'est-à-dire que déjà vers la terminale comme ça, vous voyez qu'il y avait déjà certains couples qui se mettaient en place, mais vous voyez que les filles qui se mettaient en couple avec tel ou tel, en fait c'était toujours souvent, enfin ce que je voyais c'était souvent des bonnes familles, de la Robertso, du quartier des 15, etc. pour ceux qui connaissent, donc vraiment les quartiers très 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 bourgeois. Et certains d'entre eux, sans doute, ont fait des mariages ensuite, je sais pas, mais si vous voulez, là aussi, il y avait une conscience de classe. Je me mets avec un tel, alors peut-être avec une idée un petit peu romantique derrière à la base, parce qu'ils étaient très jeunes, mais je mets avec un tel parce que voilà, c'est le fils de tel député, c'est le fils de tel avocat, c'est la fille de tel industriel, truc. Voilà, ils vont pas aller se mettre forcément avec... le petit gars qui sort de la campagne de je sais pas où, voilà, qui se retrouve dans ce lycée-là parce que c'est le lycée de secteur. Voilà, tout simplement pour dire que j'ai l'impression en fait que les personnes, les milieux où vous avez vraiment un entretien d'une intelligence de classe, d'une intelligence sociale, eh bien vous avez en fait tout simplement des pratiques endogamiques qui se mettent en place instinctivement. Et ça manque énormément chez beaucoup de Français, on va dire, un petit peu simples, des Français du quotidien, des classes moyennes ou des classes populaires qui n'ont plus ça, en fait. Parce que leur anthropologie a été détruite par la gauche, par toutes les idéologies freudo-marxistes, le marxisme culturel, voilà, tout ça. Bon, voilà, donc tout ça, c'était foutu en l'air, et donc du coup, ils n'ont plus du tout ces réflexes.
C'est là où on voit vraiment, si vous voulez, la destruction de l'anthropologie. C'est quelque chose de profond, hein, c'est pas juste quelque chose à la surface, c'est aussi très profond, et souvent ce sont des choses que beaucoup de gens ne voient pas en fait. Et donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui.